remercier les organisateurs, les organisatrices, et aussi Kevin qui m'a proposé de faire cette conférence flash sur mon programme de terrain en Azerbaïdjan. Oui. Oui, mais sans image. Alors, je peux déjà dire que la mission archéologique du Lankoran que je co-dirige avec mon collègue est une mission donc créée par le ministère des Affaires étrangères en 2012, qu'on mène des opérations dans la vallée du Lankoran, dans la province de la Rik, au sud de l'Azerbaïdjan, donc à 20 km de la mer Caspienne. Et on est là parce que Jacques de Morgan, pionnier de l'archéologie orientale, en 1890, a mené des explorations et nous avons un très riche mobilier qui est maintenant conservé au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain. Et c'était un programme avec ma collègue Christine Laure de Saint-Germain-en-Laye pour essayer donc de revoir ce matériel qui n'a pas été fouillé dans des conditions correspondant à ce qu'on fait de nos jours. Et donc j'ai la chance qu'ils m'ont proposé de pouvoir fouiller dans cette région qui n'avait pas été refouillée. Et on essaye donc de constituer des données scientifiques. Alors, et je voulais aujourd'hui juste faire des réflexions et des questions sur deux faits inédits que nous avons eus récemment. Alors, est-ce que, sans la carte... Ah, merci. Donc, vous avez une vue depuis la fouille. Alors, on est dans des endroits remarquables. On a une vue panoramique là où ils ont installé des nécropoles d'altitude. Alors, la diapositive suivante, si ça marche. Super, merci. Donc là, c'était pour vous situer la région, puisque vous n'êtes pas forcément familier avec cet endroit du Caucase. Et ce que je disais, nous étions donc dans une zone importante dans cette région qui est entre mer Noire et mer Caspienne. Et nous, on est dans un monde qui appartient au Sud-Caucase et donc qui concerne aussi l'Iran du Nord-Ouest. La suivante, s'il vous plaît. Donc là, je vous ai encadré la zone où on travaille, dans le bassin donc, du fleuve Lankoran. On est dans des zones de vallée, et puis là, on est dans des zones ammonidiga qu'on fouille depuis 2015, d'altitude. La diapo suivante. On est sur tout près de la frontière iranienne. Donc là, nous sommes, vous avez une vue à gauche de la fouille, pas de la fouille, mais du terrain où on fouille, pardon. À droite, du partie du village à 1200 mètres d'altitude. Et en fait, pour la première fois, nous vivons sur la fouille, puisque apparemment les maisons se sont installées sur la nécropole. Et le village s'étend jusqu'à 1400 mètres. Alors là, je vous présente justement une photographie aérienne qu'on a fait en 2019, une photogrammétrie, pardon, qui va, pour illustrer le propos, je vais insister. Donc, on a des tombes, généralement des tombes appelées dolmens ou cystes, et on a, ce qui est original parce qu'il n'y a pas d'habitat connu dans ces régions, vous avez des empierrements qui sont sur la colline et qui nous laissent penser que soit on aurait un habitat, soit on aurait des aménagements liés à la nécropole. Mais c'est très novateur pour la région, mais c'est peut-être parce que les gens cherchent tellement les tombes qu'ils ne font pas attention au reste. La suivante. Donc, voici ce qui était remarquable, c'est-à-dire que après, donc, nous avons trouvé les 3 tombes qu'on a vues il y a quelques minutes, et en 2017 est apparue la stèle brisée que vous voyez donc à gauche, qui est tout près de l'endroit où il y a les sépultures et surtout de la tombe numéro 1, qui est une tombe type dolmen. Et vous voyez à droite donc les deux parties. On connaît des statues menhirs dans cette région, je vais vous en présenter quelques cas, mais celle-ci est différente parce que nous avons donc, vous le voyez, un guerrier avec une arme, mais il est chaussé de sortes de bottes, ce qui, pour cette période, parce que la nécropole est réputée, d'après le matériel que nous avons, être bronze récent et le début de l'âge du fer 1 et fer 2, donc nous n'avions pas l'habitude de voir ce type de représentation. Et vous avez vu les dimensions de quand même presque 1 mètre. La suivante, s'il vous plaît. Alors là, c'est pour vous illustrer donc, la chose sur laquelle on se questionne, à savoir qu'elle
elle semble surplomber la zone de sépulture. Et notre hypothèse, c'est qu'elle peut avoir commandé l'accès à un cairn construit au-dessus d'un grand cercle de pierre. Vous voyez à gauche le cercle de pierre qui se destine, sachant que nous avons dû retirer pour fouiller énormément de pierres et que par ailleurs, il nous manque un morceau parce que ils ont, après l'effondrement de l'Union soviétique, ils ont partagé les terres du kolkhoz qui est juste derrière et qu'ils ont malheureusement arasé à la pelle mécanique une partie de la colline. Et j'ai essayé de vous mettre à droite une vue de détail pour illustrer mon propos. On a découvert en 2019 toute une série, vous voyez, d'aménagements, notamment de petites stèles brisées, sur lesquelles, que vous avez sur la diapositive d'ensemble en bas, et on se demande s'il n'y aurait pas là-dessous d'autres tombes, et vous voyez l'emplacement donc de la stèle brisée, si là il n'y a pas, donc elle commanderait, entre guillemets, elle commanderait ce qui est la sépulture et les 3 tombes qu'on a déjà trouvées et d'autres parce qu'il y a d'autres endroits où on a ce genre de structure. Mais d'habitude sous Kourgan. Or nous on est sous tombe assiste. La suivante. Et là voilà pour vous montrer comment la tombe qui est à côté, comment elle se présentait. Où là aussi on a eu ce genre de superstructure. La suivante. Nous avons par ailleurs de l'armement qui correspond à l'armement connu dans la région du Caucase du Sud, comme vous le voyez là. La diapo suivante. On a par contre trouvé dans la tombe qui est à proximité de cette stèle brisée ce genre d'épée décorée avec comme une pellicule dorée qui est des deux côtés. Je vous ai mis un dessin. Je dis merci au man qui a fait la restauration. Et ça, c'est totalement inédit. La forme de l'épée n'est pas inédite, mais ces dessins, on n'en connaît pas et je cherche désespérément des parallèles. Et c'est daté de l'âge du fer 1, les ossements qui étaient, de l'âge du fer 2, pardon, les ossements qui étaient à côté de cette épée, sur le dessus d'une tombe qui avait 400 ans d'utilisation. On est dans un contexte, donc, comme je vous l'ai dit, entre bronze récent et âge du fer 2. La suivante. Voici les zones, je vous ai mis en rouge la fouille et puis les zones à proximité qui sont réputées pour des statues menhirs. On a la région d'Askanakaran et Meshtinchar qui est par contre du côté iranien. La suivante. Celle-ci m'intéresse beaucoup. Elle est à Dubandi, mais beaucoup plus éloignée, près de la capitale de Bakou. Ça pourrait correspondre à leur type d'organisation auquel on pense. Par contre, elle est associée à de la céramique, qui est plutôt du chalco-bronze ancien. Donc c'est très inspirant, et c'est une tombe sous Kourgan. Or, nous n'avons pas de Kourgan, c'est-à-dire des tombes enterrées très profondément. Et voici celles qui ont été trouvées les plus proches. On est là à 60 km dans la montagne. Elles ressemblent, on a aussi des motifs de boutin, parce qu'on pense que c'est lié à des transhumances de nomades. Par contre, nous n'avons pas du tout les pieds, elles sont entre 18e et 15e siècle avant Jésus-Christ. Et je voudrais terminer sur ce site remarquable qui est à un peu plus de 100 km dans la montagne sur les monts du Talich. Nous sommes sur un versant, c'est sur un autre versant. Malheureusement, a été fouillé par un ami, mais il n'a pas publié. Et c'est dommage parce que là, on a, vous le voyez, dans la province d'Ardébil, on est à 1400 mètres. On a à perte de vue des alignements. On va voir le détail. Voici donc certains exemples de statues qui sont toutes armées, de gabarits extrêmement différents. Et par contre, on va voir les autres. Vous avez sélectionné plusieurs. Voilà, on voit les poignards. La stylisation de la tête pour évoquer ce que nous avons sur la nôtre, mais par contre, je n'ai pas ici de pieds du tout. Et il y en a des milliers. Hein. La suivante. Alors, celles-ci viennent de pas très long, plus d'une centaine de kilomètres à l'ouest, en Turquie. Elles sont réputées être plutôt du 15e, 14e siècle. Mais je ne mets pas non plus de similitude avec la nôtre. Et du coup, voilà, on se pose des questions, nous avons nous-mêmes, à la suite de Jacques de Morgan, et nous on explore depuis 2012 différents sites. Sur des sites de basse vallée, on n'a absolument pas ce phénomène, même si on peut avoir des phénomènes de tombes qui ressemblent.
Pourquoi donc ces statues sont-elles implantées dans les nécropoles de montagne à partir donc de 1200 mètres et non pas dans les nécropoles du fond de la vallée? Ces statues seraient, alors on propose que ce serait donc le témoignage de la présence de peuples nomades qui pratiquaient donc la transhumance en Transcaucasie et qui vivaient, pensons-nous, dans un contexte d'insécurité entre l'armement et les représentations. Et la question, c'est quel pouvait être le statut donc de ces guerriers au sein de sociétés de l'âge de bronze de ces régions montagneuses. Mais cependant, on est à proximité de la mer Caspienne, on n'est qu'à 20 km. Et on sait que c'est aussi une région d'échange. Pour terminer, le problème que nous avons, c'est que nous sommes dans une... Au Proche-Orient, il y a énormément d'écriture, mais nous sommes dans une zone sans écriture à cette époque, alors qu'elle existe depuis plus de 2000 ans, comme l'a montré tout à l'heure Azadeh. Donc voilà, nous nous interrogeons. Je suis très heureuse de présenter ça. Je suis à la recherche de parallèles dans la région et puis ailleurs. Et voilà, je voulais présenter ces choses un peu inédites. Je vous remercie en tout cas. Je te laisse la place, Anne, pour animer les débats, affûter vos arguments.